Alain de Benoît, merci de bien vouloir nous éclairer sur la censure en France, censure dont vous êtes une des principales victimes, à mon avis. Pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, je dirais que vous êtes un intellectuel de droite, et à mon avis, vous êtes le penchant à droite de ce qu'est Jacques Attali à gauche. Moi, j'ai toujours été un peu frustré que jamais vous ayez été confrontés l'un à l'autre. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer avoir été une victime des médias français? Je ferai d'abord deux petites remarques, si vous voulez, sur ce que vous venez de dire. D'abord, je ne suis pas tout à fait sûr d'être le prototype de l'intellectuel de droite, parce que l'expression de droite veut dire tellement de choses selon les époques, selon les pays, que je me reconnais en fait assez peu dans une étiquette et je suis assez indifférent à la question de savoir si une idée est de droite ou de gauche. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle me paraît juste ou si au contraire elle est erronée. D'autre part, concernant Jacques Attali, en réalité j'ai eu l'occasion de dialoguer avec lui, mais c'était il y a fort longtemps, plus de 20 ans vraisemblablement, dans un colloque auquel nous avions été opposés l'un à l'autre. Alors, la censure, bon, c'est un terme qui, évidemment, peut signifier beaucoup de choses. Ça peut être une censure autoritaire, ça peut être l'autocensure. Moi, je dirais qu'il y a surtout une sorte de climat en France qui n'est pas propice au débat, qui n'est pas favorable aux échanges intellectuels, qui n'est pas favorable, d'une manière plus générale, à la pensée critique. Oui, en fait, vous êtes un esprit libre. J'essaye de l'être, bien entendu. Personne, évidemment, ne vous dira qu'il est un esprit qui n'est pas libre. J'essaye de l'être, mais ce que je constate, c'est qu'il y a peu de débats. Il y a peu de débats, sinon dans des micro-milieux, sinon dans des clans, et j'ai l'impression, j'ai deux éléments de comparaison, si vous voulez. Un élément de comparaison dans le temps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que par rapport à ce qu'était la situation il y a une quinzaine d'années, les choses se sont fortement détériorées. C'est d'ailleurs depuis 15 ans que l'on a vu apparaître des expressions comme la pensée unique, par exemple, qui est une formule un peu facile, mais qui correspond quand même à une certaine réalité. Puis j'ai un deuxième élément de comparaison, étant donné que je voyage pas mal, que je publie aussi beaucoup à l'étranger, c'est de comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d'autres pays voisins, sans aller chercher des pays plus exotiques, mais par exemple l'Espagne, l'Italie, même l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Moi, je parle dans des colloques, des conférences en Italie pratiquement tous les 15 jours depuis quelques années, et je vois à quel point c'est différent. Oui, alors justement, c'est significatif le fait que quelqu'un comme vous, vous êtes amené à vous exprimer à l'extérieur de la France, mais qu'en France, au fond, vous êtes un peu muselé par les grands médias. Oui, bien entendu. Je ne vous ai jamais vu sur TF1 ni sur Antenne 2. C'est entendu. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, précisément. D'abord parce que j'avais des tribunes dans des hebdomadaires importants, et ensuite parce que il était beaucoup plus facile d'accéder aux médias, à la télévision, à la radio. Moi, j'ai participé pendant plus de 12 ans à l'émission quotidienne de France Culture, le panorama de France Culture. Bon, aujourd'hui, je pense que ce ne serait plus possible. Alors que j'ai participé pendant 12 ans, j'ai été invité par Chancel, par Pivot, par bien d'autres, Guillaume Durand et bien d'autres. Et il y a un certain moment, on a senti que ça se resserrait. Et je ne le vois pas seulement à travers moi-même, mais à travers le cas de beaucoup d'écrivains ou d'intellectuels qui, à un moment ou l'autre, ont fait l'objet de campagnes de dénigrement, de manœuvres de marginalisation. Je pense à un sociologue comme Jean Baudrillard, par exemple, qui écrivait très régulièrement dans Libération, puis ses points de vue étaient un peu trop indépendants, donc on l'a gentiment guidé vers la sortie. Il y a énormément d'exemples que l'on pourrait citer comme ça. Même vos livres ne sont pas édités par un éditeur français. Si, j'en ai eu dans le passé, publiés par de grands éditeurs, genre Albin Michel, Plon, Robert Laffont et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de difficultés. Je publie à l'Âge d'Homme, qui est une maison d'édition franco-suisse, disons. Oui, suisse fondamentalement, mais enfin bien présente sur le marché de l'édition français. J'ai beaucoup de livres traduits un peu dans toutes les langues européennes.
Je participe à des débats à la télévision, à des colloques universitaires, à des conférences dans d'autres pays, notamment, encore une fois, j'insiste là-dessus, vraiment sur le cas de l'Italie. Il y a une liberté d'esprit, une ouverture dont on ne trouve pas l'équivalent. Alors, indépendamment des phénomènes, disons, précisément de censure, entre guillemets, je crois qu'il y a aussi une autre explication qui n'explique pas tout, mais qu'il faut prendre en compte, c'est à quel point tout est concentré en France. Nous sommes là aussi les victimes de quelques centaines d'années de jacobinisme, donc tout est concentré à Paris. Nous avons une presse nationale qui est quotidienne, je veux dire, qui est sinon médiocre, du moins assez limitée, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu Le Monde, Le Figaro, Libération, vous avez un petit peu fait le tour. Vous prenez un pays comme l'Italie, vous avez au moins une bonne trentaine de quotidiens d'envergure nationale qui paraissent dans les différentes villes. Et Rome, Florence, Naples, Catane, Syracuse, Milan, etc., sont des centres intellectuels très actifs. Donc il y a beaucoup plus de diversité. En France, tout est concentré dans Paris, et dans Paris, tout est concentré, je dirais, dans quelques arrondissements. J'ai toujours été étonné que le Figaro ne vous offre pas de tribune. J'ai été associé pendant 5 ou 6 ans à l'expérience du Figaro Magazine, puisque je fais partie même de l'équipe de lancement de Figaro Magazine. Mais là aussi, ça se fait un petit peu resserrer. On a assisté à la disparition de fait de la presse d'opinion. Donc, tout un tas de journaux, de revues d'opinion ont disparu. Les groupes d'édition sont de moins en moins faits par des éditeurs. Ils ont été rachetés par de grands groupes financiers qui ont une logique purement marchande ou commerciale, bien entendu. Et puis, il y a tout le petit jeu des clans, des pressions, qui a été décrit à maintes reprises. Parce que ce phénomène qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, je ne dirais pas qu'il est sur le point de s'achever, loin de là, certainement. Mais on sent quand même des craquements, si vous voulez. Je prendrai 2 exemples. C'est le livre d'Elisabeth Lévy, Les Maîtres censeurs, qui est un livre qui est, je crois, quand même assez intéressant parce qu'il dissèque dans le détail un certain nombre d'opérations, précisément, de censure, de pensée unique, de marginalisation. Dans un autre style, le tout récent livre de Péan et Cohen sur la face cachée du monde, bon, qui se centre un peu sur les problèmes à caractère financier, déontologique, etc., mais qui contient néanmoins un chapitre bien informé sur le supplément littéraire du Monde, le monde des livres, et qui montre bien le rôle presque terroriste, entre guillemets, qu'a pu jouer ces dernières années, ce supplément littéraire, qui écarte systématiquement toutes les pensées un peu dissidentes, et qui ne promeut finalement que ce qui n'appartient au clan. Donc on a toutes les raisons d'être optimiste, les choses évoluent favorablement. Ces livres un peu critiques, si vous voulez, qui apparaissent, laissent peut-être augurer Ce n'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme. Disons que par définition, l'histoire est ouverte et que les phénomènes qu'on enregistre ne sont pas destinés à se perpétuer à l'infini. Donc j'espère de tout cœur qu'on va retrouver plus de liberté et plus de possibilités de débat. Mais il y a encore un autre facteur, je dirais presque structurel, qui contribue à expliquer cette atmosphère que j'essaye de décrire brièvement. C'est une évolution, je dirais, politique et idéologique générale qui fait que l'idée même que nous puissions sortir du cadre de référence actuel, du type de société dans lequel nous vivons, est une idée qui s'est considérablement affaiblie au cours de ces dernières années. Beaucoup de modèles alternatifs ont évidemment été discrédités, et les gens ont tendance à envisager l'avenir, je dirais, sous l'horizon de la fatalité. C'est-à-dire, on peut améliorer ici ou là telle ou telle petite chose, mais changer de système de valeurs, trouver un autre monde, une autre société, est une idée qui, même dans des milieux qui étaient autrefois parfaitement révolutionnaires, a commencé à dépérir. Alors, évidemment, ça a entraîné un certain dépérissement de la pensée critique. Et